Merci. La parole est à Monsieur Jacques Krabal pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame le rapporteur, Mesdames, Messieurs les députés, mes chers collègues, mon intervention va aller au-delà de l'analyse de la proposition de loi relative à l'interdiction de la mise en culture du maïs génétiquement modifié MON 810, au-delà de son aspect institutionnel, comme il a été largement développé tout à l'heure, ou de l'aspect constitutionnel. Pour notre part, c'est l'aspect démocratique qui nous mobilise dans cette proposition de loi. En effet, comme ça a été rappelé tout à l'heure par Monsieur le Ministre, nos concitoyens sont préoccupés et certes, on ne gouverne pas avec les sondages, mais un dernier sondage montrait que 79% des Français interrogés sur les OGM se disaient très inquiets ou plutôt inquiets sur ce sujet. Ce n'est donc pas peu dire que l'opinion publique est très sensible à cette question et de ne pas y répondre serait irresponsable. Et donc cette inquiétude concerne notre alimentation et l'industrie agroalimentaire. N'oublions pas, n'ayons pas la mémoire courte de la vache folle au scandale récent qui ne manque pas. Ces scandales ont marqué la conscience de nos concitoyens et ce ne sont pas des fantasmes, ce n'est pas de l'obscurantisme, c'est la réalité. Mon propos n'est pas de mélanger des sujets certes différents, mais il est d'essayer de déterminer ce qui cause et explique notre perception de ces sujets. L'alimentation, c'est une composante majeure de notre art de vivre à la française. Il n'est qu'à se rappeler qu'Alexandre Dumas, le père des 3 mousquetaires, grand vivant devant l'Éternel, écrivit un livre consacré tout entier à la gloire de la bonne chère, le grand dictionnaire de cuisine. Natif de Villers-Cotterêts, une ville de ma circonscription, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée très particulière pour lui à l'aune de ce qui s'y est passé au lendemain des élections municipales. Oui, tout dans notre culture, grâce à Dumas et à bien d'autres, renvoie incessamment au plaisir de la table et de la vie. Il s'agit là d'un particularisme qui nous est propre. Il explique en grande partie la renommée mondiale de notre gastronomie. Il explique aussi pourquoi les Français sont si vigilants et pointilleux pour ce qui concerne ce qu'ils retrouvent dans leur assiette. Or, les scandales sanitaires ont ébranlé leur confiance et accru leur désir d'information et de sécurité. Pour établir cette confiance, nous avons le devoir de prévenir tous les risques et de dire la vérité à nos concitoyens et ne pas nous cacher dans des pseudo-arguments juridiques. Appréhendons ce débat sans esprit partisan, avec sérénité, et ne changeons pas d'avis au gré des majorités. Les OGM sont un sujet d'interrogation d'autant plus prégnante que les réponses qu'on y apporte sont absolument discordantes, voire contradictoires. Si les OGM sont porteurs d'enjeux sanitaires et environnementaux, mais aussi économiques et sociaux, sont d'une grande complexité, la question qui se pose à nous aujourd'hui est claire. Sommes-nous en mesure de garantir que la mise en culture des OGM ne présente aucun risque? Notre boussole principale dans ce débat doit être une boussole scientifique. Il ne s'agit en aucun cas de s'engager dans une voie pour des raisons idéologiques ou passionnelles. On entend souvent l'aphorisme de Rabelais. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Certes, effectivement, la science peut aboutir au meilleur, au progrès humain, mais aussi à la pire des choses. Et je voudrais à ce propos rendre hommage à l'astronome Carl Sagan qui disait « Qu'est-ce qui, dans les préceptes de la science, empêche les savants de faire mal? Rien. » Et l'histoire nous l'a souvent rappelé. Dans cet hémicycle, si nous ne sommes pas des experts scientifiques en mesure de nous prononcer sur la dangerosité des OGM, par contre, nous avons la responsabilité de tenir compte de ces études pour répondre à la question qui nous est posée. Depuis de nombreuses années maintenant, le gouvernement français considère que les études scientifiques disponibles
ne nous permettent pas d'apporter de garanties définitives. Je ne veux pas rappeler ici le contexte dans lequel intervient cette proposition de loi. Je ne veux pas m'étendre non plus sur les divers arrêtés pris et annulés par le Conseil d'État. Ainsi, très récemment, face à l'insécurité juridique et au risque de semis de l'OGM Mont 810, un nouvel arrêté d'interdiction a été publié le 15 mars 2014 par notre actuel ministre de l'Agriculture. Je voudrais insister sur le fait que par rapport aux deux précédentes interdictions, la nouvelle version de l'arrêté s'appuie sur deux bases réglementaires européennes, contre une seule dans les versions antérieures. L'article 34 du règlement 1829-2003, mesures d'urgence, et l'article 18 de la directive 2002-53, dite directive semences. Ce dernier article permet d'interdire, dans tout ou partie de son territoire, une variété inscrite au catalogue commun des variétés, s'il est constaté que sa culture pourrait, dans un État membre, nuire sur le plan phytosanitaire à la culture d'autres variétés ou espèces, présenter un risque pour l'environnement ou pour la santé humaine. Donc ce texte n'empêche aucunement la recherche. Il vise simplement à empêcher le semis en plein champ. Autant dire que la prochaine décision du Conseil d'État est très attendue. C'est à l'aide des études scientifiques disponibles que le législateur doit prendre ses responsabilités. Comme je l'ai évoqué au début de mon propos, les études démontrent de trop grandes incertitudes pour prendre le risque d'autoriser la mise en culture du Mont 810. S'il existe des mesures de précaution qui pourraient pallier ces incertitudes, nous devons les mettre en œuvre avant de délivrer l'autorisation. Et je veux dire aussi, pour nous, le principe de précaution, ce n'est pas un parapluie, mais c'est un principe d'innovation. En aucun cas, la présente proposition de loi dont nous débattons n'épuisera le questionnement légitime sur la mise en culture des OGM. Par contre, son adoption vise à permettre de garantir la poursuite d'échanges au niveau national comme au niveau européen, afin d'évaluer, et vous avez eu raison de le dire, Monsieur le Ministre, tout à l'heure, il n'y a pas eu d'évaluation sérieuse sur ce sujet. Aujourd'hui, la mise en culture massive de maïs génétiquement modifié présente les incertitudes trop grandes pour être autorisée. Dans la communauté scientifique, de trop nombreuses questions restent sans réponse définitive en ce qui concerne l'innocuité absolue des OGM. Oui, au préalable, nous avons besoin de mettre en place des procédures de contrôle et d'évaluation certifiées. La Commission européenne, quant à elle, se base sur les avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour autoriser le Mont 810. Mais cette autorité se limite à des études scientifiques contestables. En France, le Haut Conseil des biotechnologies évalue l'impact des OGM sur l'environnement et la santé publique, mais procède également à des évaluations sur les conséquences économiques et sociales. Nous devons convaincre nos amis européens que les enjeux sur les OGM ne sont pas uniquement scientifiques, mais aussi économiques et sociaux. Concernant les enjeux sanitaires et environnementaux, force est de constater que nous ne disposons aujourd'hui d'aucune étude prouvant la sécurité alimentaire des OGM sur le long terme. Les OGM sont souvent présentés comme des variétés d'avenir qui permettraient de grands rendements, une valeur nutritive renforcée et une résistance accrue à la sécheresse ou aux pesticides, sans aucune conséquence négative pour l'homme et la nature. Dans ces conditions, il faudrait être déraisonnable pour ne pas encourager la recherche des OGM. Mais aujourd'hui, nous sommes loin de ces belles promesses. Et puis, les OGM posent aussi la question des brevets et de la propriété intellectuelle des semences. N'oublions pas qu'en obligeant nos paysans à ressemencer les champs avec des semences achetées des multinationales, les OGM accroissent le risque de dépendance. Et puis, j'associe ma collègue Dominique Orliac sur une préoccupation très forte. Elle est très sensible sur le sujet de la filière apicole. Les producteurs de miel sont là pour témoigner que les OGM représentent un danger pour la biodiversité et favorisent le déclin des populations d'abeilles. De plus, ils constituent le risque d'un miel OGM qui pourrait provoquer une menace sérieuse pour l'activité des apiculteurs. Dans ces conditions, c'est avec un enthousiasme non dissimulé que j'accueille la proposition de loi qui est soumise à notre examen aujourd'hui. Dans le prolongement du moratoire imposé par la France, cette proposition de loi va permettre d'interdire la mise en culture de l'ensemble des variétés de maïs génétiquement modifiés. Nos débats récents sur le projet de loi Avenir agricole ont montré que nous sommes nombreux
à vouloir mettre en place un modèle qui favorise une agriculture de qualité, une agriculture de proximité, respectueuse de l'environnement, de la biodiversité comme de la santé humaine. En effet, aujourd'hui, il n'est pas contestable qu'un très grand nombre de pathologies, de maladies et de cancers sont directement en lien avec la dégradation de notre environnement et la pollution de l'air, de l'eau et des intrants dans notre alimentation. Le fait que les classes d'âge de plus en plus jeunes soient touchées impose une réflexion et des investigations de fond sur ces sujets. Aussi, cette proposition de loi est une pierre supplémentaire à cet édifice que nous devons bâtir. Je suis conscient qu'il existe un débat juridique sur la compatibilité de cette proposition avec le droit issu de l'Union européenne. Pour autant, je suis convaincu que l'adoption de cette proposition pourrait aider notre ministre dans son combat à Bruxelles pour convaincre nos amis et partenaires de la légitimité de la demande d'études scientifiques indépendantes complémentaires avant d'autoriser la culture des OGM. Comme le disait Jean de La Fontaine, mais oui, vous n'allez pas y échapper, dans la fable Le loup, la chèvre et le chevreau, deux sûretés valent mieux qu'une, et le trop en cela ne fut jamais perdu. Alors, dans cette perspective, à titre personnel, je voterai cette proposition de loi en encourageant notre ministre à porter la parole à Bruxelles.